Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine microéconomique qui aura été intense pour se préparer à la suivante, qui sera tout aussi intense avec notamment les premières grandes valeurs technologiques américaines qui publieront, ça c'est la perspective la semaine prochaine avec les résultats attendus d'Apple, de Microsoft, d'Alphabet, Google ou encore d'Amazon. Mais la semaine a déjà été chargée avec près d'une vingtaine de sociétés du CAC qui auront publié leur point d'activité trimestriel à l'issue de cette semaine. Nouvelle fournée aujourd'hui, vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Gratel, mais parmi les gagnants du jour, on peut noter Sanofi parmi les poids lourds de la cote française ou encore Nexity dans les valeurs moyennes. À l'inverse, plus compliqué pour un groupe comme Vinci qui est plutôt un détracteur de performance aujourd'hui pour le CAC 40 ou encore Valeo hors CAC qui subit encore une belle baisse à l'issue de sa publication trimestrielle. Détail à suivre, je le disais avec Pauline dans un instant. Et puis comme chaque dernier vendredi du mois, notre grand tableau de bord des marchés, nous recevrons Bertrand Lamiel, directeur général de Ports-en-Par Gestion, et Laurent Albil, responsable de Next Momentum, pour faire le point sur les tendances observées au cours du mois écoulé. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas et quelles perspectives cela ouvre-t-il pour la suite. Discussion à suivre donc dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme régulièrement, nous ferons un peu de pédagogie économique, l'éducation économique pour tous même, ce sera le thème de ce dernier quart d'heure. Nous y retrouverons deux économistes qui sont venus nous voir récemment dans Smart Bourse, Marc-Olivier Strauss-Kahn et Anthony Benamou, qui nous présentent leur livre « On parie que vous allez aimer l'économie », paru aux éditions Ellipse, à retrouver dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, beaucoup de mouvements valeur par valeur avec la saison de publication qui est montée d'un cran cette semaine. Mais au final, quand on regarde les indices, et la séance en est la preuve, peu de mouvements à signaler avec des indices boursiers en Europe qui évoluent autour de l'équilibre, légèrement positif pour le CAC 40. Oui, voilà, le CAC 40 est légèrement positif en fin de séance. Il était lesté par Vinci notamment, qui perdait plus de 2% au cours de la séance, après avoir publié un chiffre d'affaires qui stagne en données comparables. Le carnet de commandes à fin septembre, lui, progresse de 6% sur un an. Vinci anticipe tout de même une hausse de son résultat opérationnel annuel. À l'inverse de Vinci, au sein du CAC 40, le gagnant du jour s'appelle Sanofi. Oui, le titre gagne environ 2%. Sanofi fait état de meilleurs résultats que prévu au troisième trimestre. Le groupe pharmaceutique publie notamment un bénéfice net des activités en hausse de plus de 12%. En données publiées, Sanofi fait état d'une forte demande de vaccins qui a tiré son résultat opérationnel. Les investisseurs attendaient également le point d'activité trimestriel de Safran. Safran fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de presque 14% sur le troisième trimestre en données organiques, mais Safran abaisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel à 27,1 milliards d'euros, légèrement sous l'estimation initiale. Le titre est stable à Paris. Bon, parmi les bonnes surprises du jour, hors CAC 40, il faut noter le cas Nexity. Oui, c'est l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Nexity constate des signaux favorables de reprise d'activité avec la baisse des taux d'emprunt et donc le retour des acquéreurs. Au T3, les ventes aux primo-accédants sont en hausse de 11%. En revanche, le promoteur fait état d'une baisse de 13% de son chiffre d'affaires sur la période. Mais bon, le retour des acquéreurs plaît au marché. Le titre est en hausse de 7%. Bon, et puis dans le secteur automobile, on aura eu peu de bonnes surprises quand même ces derniers temps. Alors on a pu signaler Renault effectivement ces derniers jours, Renault qui progresse encore aujourd'hui. En revanche, dans le monde des équipementiers, la déception du jour est à mettre au titre, au crédit ou au débit plutôt de Valeo. Oui, Valeo n'échappe pas aux difficultés rencontrées par l'ensemble du secteur automobile depuis quelques mois. Valeo fait état d'un recul de son chiffre d'affaires de 5% au troisième trimestre. C'est sous les attentes de 3%. Dans ce contexte, Valeo révise à la baisse son objectif annuel de chiffre
chiffre d'affaires. Le titre recule de 10% au cours de la séance. Du côté de la macroéconomie, l'agenda était relativement léger aujourd'hui. Les investisseurs ont malgré tout pris connaissance de l'indice IFO en Allemagne pour le mois d'octobre. Oui, l'indice IFO qui mesure le moral des investisseurs allemands ressort en hausse pour le mois d'octobre à 86,5 après 85,4 en septembre et alors qu'il était attendu stable. Bon, et puis la semaine prochaine s'annonce particulièrement intense pour les investisseurs sur les marchés. Oui, la séquence résultats continuera de monter en puissance avec d'autres poids lourds tech américains comme Google, Microsoft ou Amazon. Côté macro, la semaine sera aussi chargée. On attend notamment les premières estimations des PIB américains et de la zone euro du troisième trimestre. Toujours en zone euro, l'inflation du mois d'octobre et le taux de chômage de septembre sont également attendus. Aux États-Unis, ce sera la semaine de l'emploi avec le rapport mensuel d'octobre attendu vendredi prochain. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Tendance, mon ami, nous apporte ainsi les infos clés du jour sur les marchés. Chaque dernier vendredi du mois, c'est le grand tableau de bord des marchés avec alors deux experts ce mois-ci. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Laurent Albi, responsable de Next Momentum et cofondateur de Caleis 360. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Je commence avec vous Bertrand. Là, quel est le bilan de ce mois écoulé que vous pouvez dresser sur les marchés européens notamment, même si on regarde beaucoup Wall Street avec un Nasdaq là au moment où on se parle qui est en train de marquer un nouveau sommet. Qu'est-ce qui a marqué ce mois-ci ? En fait, la confirmation, pendant l'été, on a eu un choc, on s'en est remis, mais globalement, si on regarde les indices, on se dit ok, ça a choqué, c'est reparti, rien de grave. Bon, ça a quand même bougé pas mal. Il y a eu, ça a été une redistribution globale, ouais. C'est-à-dire que dans les choses qui ne changent pas, c'est les financières, banques, assurances, services financiers. Leader de marché avant l'été, leader de marché toujours aujourd'hui, donc profite globalement. Alors, les taux longs qui sont remontés, là, certes, on va avoir une baisse des taux, mais globalement, on retrouve de la trésorerie, les banques, il y a un effet de base qui est hyper favorable pour elles, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la trésorerie leur coûtait de l'argent. Il fallait le déposer à la BCE le soir, il y avait 0,5 à payer. Et là, pour le coup, elles font de la trésorerie. Donc voilà, ça, une activité... C'est un des secteurs, le secteur financier et bancaire, c'est un des secteurs, je crois, c'est peut-être même le secteur qui a été le plus révisé à la hausse en termes de perspectives bénéficiaires en Europe. Et ça fait des trimestres et des trimestres qu'après chaque saison de publication de résultats, les analystes révisent encore à la hausse. On a eu JP Morgan aux États-Unis. La photo, c'est la même aux États-Unis, c'est la même en Europe. JP Morgan a sorti les résultats, c'était bon. Bank of America, globalement, c'est bon. Ça continue à être bon pour les banques, donc effectivement, porté par un momentum super fort. Donc en moyenne, ça fait du 25% sur le secteur. Mais on a des dossiers comme Unicredit qui sont à 60% depuis le début de l'année. Bon, objectivement, quand j'en ai acheté, je ne pensais pas que je gagnerais ça. Sur une banque italienne. Parce que bon, il reste quand même un petit peu les souvenirs de 2007-2008. Pour ceux qui ont connu les épisodes précédents, effectivement. On voyait bien que le momentum était en train de repartir. Il y avait un super dividende. Il y avait tout qui flashait pour qu'on y aille. Donc globalement, voilà. Donc ça a bien fonctionné. Ça continue de bien fonctionner. Par contre, dans les retournements qu'on a eus, l'automobile, secteur leader, vous venez de parler de Valeo, il n'y a plus rien. Il y a Ferrari, voilà, terminé. Bon. Michelin s'est cassé la figure, c'est la dernière à résister. Donc, le secteur automobile compliqué. Mais il reste Renault quand même, qui est encore un peu dans une situation où il n'y a pas eu de warning. Il y a l'histoire d'une stratégie nouvelle. Enfin, il y a quelque chose un peu spécifique chez Renault, quoi. Voilà, ça reste globalement compliqué. Et quand vous avez un environnement où tout le monde vous dit c'est compliqué, j'ai des baisses des ventes et des choses de ce style-là, se dire ok, j'ai l'OVNI qui va passer à travers tout. C'est pas la stratégie, la plus. Ça demande du courage, quoi. Oui. Donc, donc ça reste compliqué. Et dans la tech, alors là, pour le coup, il y a eu dislocation. Alors, Europe-États-Unis, tout d'abord. Europe, on était porté par ASML, ASMI, BSI, tout ça. Bon, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée. La boîte ne va pas faire faillite, on est d'accord. Mais globalement, les rétentions en Chine, tout ça fait que les carnets de commandes se gonflent. On a quand même un carnet de commandes qui a été divisé par 2 par rapport aux estimés. Donc, ça reste une belle boîte, mais là, pour le coup, on était parti sur des ratios de croissance qui permettaient
de se payer à ces niveaux de PER, par exemple. Bon, là, si on n'a plus cette croissance-là, donc c'est en train gentiment de normaliser, de normaliser. Ouais. Et donc, en Europe, les ESN ne viennent pas. Donc, on a vu, Dassault Systèmes n'est pas une ESN, mais bon, voilà, c'est compliqué. Capgemini n'est pas là. Là, je crois aujourd'hui, on a encore un profit warning d'Alten. Ouais. Oui. Donc, il n'y a pas. La seule qui fait très, très bien, pour le coup, c'est SAP. Donc, qui continue à bien performer. C'est le rouleau compresseur. Hein. C'est vrai que le titre est au plus haut historique. Ça a dû prendre peut-être 30-40% depuis le début de l'année. Donc ça... Et la publication était excellente cette semaine. Ça marche bien. Et en fait, ce qui faisait à chaque fois chuter SAP, c'était le sujet. J'arrête mes ventes. Enfin, le côté, je passe sur le cloud et j'arrête les ventes à l'unité, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est vraiment une histoire qui est derrière nous. Ils sont bien et puis ils ont fait beaucoup de quelques acquisitions, pas mal d'innovations produits, et donc du coup effectivement ça se passe de mieux en mieux pour eux. C'est la seule qui surnage. Et SAP, c'est un play IA ou c'est une histoire un peu différente de l'IA, comme vous dites? Est-ce que c'est l'idée du modèle qui a changé? Non, oui, c'est pas. IA, oui, effectivement. Il y en a partout. Ils en intègrent, mais c'est pas un call sur. D'accord, c'est ça. l'IA. Voilà. Ok. Il y a une vraie histoire intrinsèque. Effectivement, ils sont en train de s'adapter sur pas mal de points, dont l'IA, mais voilà, c'est pas la valeur. Enfin, si on veut quelque chose qui soit IA, SAP n'est pas le candidat. Si on parle de la tech, là, vous êtes venu avec un graphique, vous avez appelé ça vieille gloire et newcomers, les nouveaux entrants là. Mais ça montre bien parce que là, c'est sur la période. Depuis la période estivale, c'est ça, avec le groupe des... Voilà, exactement. Donc je remets un point zéro le 12 juillet. Le 12 juillet, c'est le dernier point haut des marchés. D'accord. Donc on part de là et on regarde, derrière ça choque jusque début août et ça repart. Donc on voit que l'ensemble des Magnific Seven, globalement... Tesla toujours compliqué, Amazon, Apple un peu, Amazon un peu compliqué aussi. Voilà, Nvidia continue à bien faire le job, Meta est bien, Apple est peut-être en train de les rejoindre. Voilà. On verra la semaine prochaine. Mais en fait, le risque, c'est de se concentrer là-dessus parce que en fait, tous les jours, on a ça sous les yeux avec les journaux et des trucs comme ça. Et en fait, il faut aller regarder au-delà. Et donc, on a vu débouler Oracle, c'était quand même la valeur des années 2000, qui enregistre 25% de hausse depuis le 12 juillet. Et Palantir, donc là c'est un newcomer, donc là c'est une société de logiciels qui va en gros faire réorganiser toutes les bases de données que vous pouvez avoir dans les entreprises, dans différents logiciels, les réorganiser, les faire se parler et mettre à jour des tableaux de données à destination de tout le monde, quoi. Et là, on est à 50% depuis le mois de juillet. On voit bien la rupture de tendance là pour ces deux trajectoires, Palantir et Oracle, au cours de l'été. Donc Oracle, il y a un contrat et on se dit ah ben oui, mais finalement, on l'a peut-être enterré trop vite, mais bon, ils sont en train de rentrer des contrats avec des grands, justement des Max 7, et donc du coup, ça redope la croissance. Bon, ça restera une croissance entre 7 et 10. Là où Palantir, on est sur des croissances de chiffre d'affaires à 25%. Ouais. Et là, Palantir, on est déjà à 100 milliards, elle est rentrée dans le S&P, et en fait, elle est toujours très peu suivie par les grandes maisons d'analyse. Donc, voilà, nous, les interrogations qu'on a, en fait, c'est de se dire, on voit bien, parce qu'ils ont quand même, notamment quand ils font leur réunion en interne, ils ont fait, alors j'ai oublié le nom du chef d'entreprise qui est venu, mais d'une grande boîte, qui est venu chez Palantir en disant, les gars, vous êtes géniaux. Oui. Il s'est déplacé pour leur dire ça. Oui. Parce que justement, lui, il s'est retrouvé avec ce truc-là, des entreprises qui sont énormes. Et par exemple, le logiciel RH, il a ses données, mais qui ne retombent pas dans le logiciel de la compta, qui ne retombent pas dans le logiciel des ventes et des choses de ce style-là. Donc, chacun s'est organisé et bosse plus ou moins en silo. Mais au moment où et en fait, du coup, il y a beaucoup de données partout qui sont parfaitement structurées par des Microsoft, par d'autres. Mais en fait, là, le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que ça se parle et qu'on puisse en sortir des données. On voit d'autres acteurs autour de l'IA qui sont en train de profiter de cette tendance, au-delà du vendeur de GPU qui est Nvidia et des hyperscalers que sont Microsoft, Amazon et Alphabet Google. Après, on peut voir, il y a des sociétés comme Monolithic Power, donc c'est des gens qui font en fait, des pièces qui vont rentrer dans les fameuses CPU, donc, et qui sont relativement incontournables sur le marché. Et donc, pareil, eux qui sont accrochés à la croissance qu'on voit sur tout ce qui est les très très grosses bases de données, les hyperscales. Donc oui, il y a du monde et il n'y a pas seulement les 7 magnifiques, parce que il n'est pas impossible que dans les publications à venir, en fait, on ne voit que les investissements
et pas encore le retour sur investissement. Ah bah oui. Donc il est probable que, pourquoi ça stagne et ça a arrêté, il y a eu une espèce de hype jusqu'au début de l'été. Ouais, je pense on se demande s'il n'y a pas une bulle de capex. Un peu, de se dire, où est-ce qu'on en est de la bulle de capex, quoi? On en est où? Où est-ce qu'ils vont? Les investissements, ils sont relativement sûrs. Le retour sur investissement, il va peut-être attendre un peu et on est peut-être allé un peu vite en besogne. Donc, c'est probablement ce qui est en train de se jouer sur... et on saura ça d'ici une semaine, 15 jours. Bon, c'est sûr que la force de frappe des clients de NVIDIA, qui s'appellent encore une fois Microsoft, Amazon, Google, si tu veux, si vous voulez, pardon, permet... Non, mais ce que je veux dire, c'est le chéquier de ces entreprises est tellement profond qu'effectivement, je pense qu'ils sont dans l'idée que si on est dans une course, pas grave si on a acheté un peu trop de GPU, quoi. Non, ça, on s'en remettra. Mais là, les investisseurs probablement ont bien intégré qu'ils avaient sorti le chéquier et ils sont en train de se dire ok, mais le retour il est pour quand? Et donc ça va permettre probablement d'améliorer un peu les modèles de prévision. Alors un point que je soulève là et qui est toujours vrai aujourd'hui, mais depuis quelques mois, c'est que si on prend les performances boursières au sein du S&P 500. Hors effet capitalisation, j'entends, Nvidia est à plus 180% depuis le 1er janvier, mais la vraie vedette, c'est une boîte qui s'appelle Vistra, alors qui fait 100 fois moins que la capitalisation boursière de Nvidia, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que cette boîte fait 250% de performance depuis le début de l'année? Parce que c'est un fournisseur d'énergie, notamment d'énergie décarbonée, et qui va fournir de l'énergie et de l'électricité propre pour alimenter la puissance de calcul des data centers, etc. On a vu Microsoft avec la renaissance de Three Mile Island, je crois, la centrale nucléaire, des contrats à 20 ans pour s'approvisionner en électricité. Bref, il y a tout le monde de l'énergie aussi qui est en train de suivre... Oui, je sais bien. 3 fois le prix du marché. 3 fois le prix du marché. $130 le mégawattheure en incluant toute la rénovation des infrastructures de transmission et de distribution de l'électricité. Voilà. Et Google aussi. Et Google qui va fabriquer des petits SMR. Des petits small modular réacteurs, oui, bien sûr. Donc ils vont relancer le nucléaire et ils vont effectivement mettre l'énergie propre au cœur des enjeux pour eux. Laurent, sur l'aspect tech, là. Oui, je voulais juste dire quelque chose bien sûr. par rapport à ce qu'a dit Bertrand. D'abord, il y a une analogie très forte entre SAP et Oracle. C'est les deux concurrents historiques. Oui. Donc c'est intéressant de voir SAP au top et Oracle qui revient. La deuxième réflexion, du point de vue de l'investisseur, quand on parle de l'IA, il y a peut-être quelque chose à aller creuser du côté des applications métiers. Parce qu'on voit maintenant que l'IA, elle descend justement dans la RH, dans les ERP, etc. Et on voit qu'effectivement, des sociétés comme Palantir qui arrivent effectivement à extraire de l'information utile pour les entreprises grâce à l'IA, il y a peut-être une piste sur les logiciels. Il y avait d'abord les semi-conducteurs, et peut-être que ça se décline peut-être progressivement vers... On va trouver un autre indice que le SOX pour suivre le trend de l'IA, c'est ça Peut-être, en tout cas, du point de vue des investisseurs, peut-être qu'on voit les déboires entre guillemets, de ASML, peut-être qu'il y a une première piste semi-conducteur Nvidia qui s'épuise un petit peu, mais le thème de l'IA est peut-être en train de se décliner bien sûr. Différemment, et qu'il y a donc des nouvelles pistes qui sont en train d'émerger. Dans la chaîne de valeur, ça Je trouve que bouge, quoi. C'est vrai que SAP, c'est pas un call IA, mais malgré tout, on voit pas comment ils pourraient pas intégrer de plus en plus l'IA dans leur logiciel. Oui. C'est l'enjeu pour eux. Après, ASML, c'est vrai qu'on a essayé de trier le bruit du signal. Au lendemain d'ASML, il y a eu aussi la publication de TSMC. De ce que nous, on a compris ici en plateau avec les gens qui sont venus en parler, Bertrand, c'est que le signal... La déception sur ASML n'était pas un signal de déception sur l'IA. C'est pas comme ça, finalement, qu'il fallait le comprendre. Il suffit de quelques machines manquantes en prise de commande. Et oui, ça peut changer un peu la perspective à quelques trimestres pour ASML. Mais visiblement, c'était pas un coup d'arrêt sur la demande pour leurs machines de lithographie qui servent ensuite à TSMC pour fabriquer de la... Il n'y a pas de désaveu sur la technologie. C'est-à-dire que, de manière assez classique, le marché s'était emballé et n'avait pas voulu voir deux éléments. Un, tout le côté pression venant des États-Unis et même de l'Europe pour rétention sur la vente de produits de première pointe technologique pour la Chine. Et le côté qu'il y avait quand même un truc qui calait avec, on a souvent dit que l'automobile consommait des semi-conducteurs. Oui, mais au moment où l'automobile va pas bien, le truc, ça a calé aussi, quoi. Laurent,
Si on passe à vous, un des gros événements quand même de ces dernières semaines, depuis la dernière fois qu'on s'est vu en tout cas, c'est le rythme des annonces chinoises, des planificateurs chinois qui ont provoqué beaucoup de mouvements sur les indices chinois, et vous êtes venu en mettant à l'honneur justement ce graphique de l'indice Shanghai Composite en vue hebdomadaire, c'est ça Oui. Alors effectivement, j'avais envie de parler de la Chine, d'abord parce que tout le monde en parle. Et, de manière différente. J'allais dire, et malgré tout, c'est quand même assez le brouillard. Ah oui. Hein, alors il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Ce que je crois, sans trop me tromper, c'est que les autorités chinoises ont mis un plancher sur les déconvenus qu'ils ont connus depuis quelque temps, parce qu'ils ne voulaient plus laisser les choses continuer de filer. On ne laissera pas le marché revenir sur les points bas de 2024 ? Je crois pas. Je crois pas. Maintenant, encore une fois, il faut s'exprimer avec beaucoup de retenue, parce que quand on voit des variations pareilles, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Alors, on a pris 36% dans la hausse, on a rendu la moitié. Comme je suis analyste technique, ce qui m'intéresse, c'est les niveaux. Et pourquoi les niveaux sont importants ? Parce que les niveaux nous disent quand quelque chose a changé, si on peut penser qu'il y a des probabilités que ça a vraiment changé ou pas. On a la chance sur le Shanghai Composite d'avoir eu une tendance baissière qui s'est terminée avec un double creux. Alors un double creux en analyse technique, il est intéressant parce qu'on a donc deux creux en 2024, début 2024 et à l'automne. Juste avant les annonces, septembre 2024. Ouais. Et il y a eu donc un rebond phénoménal et qui a dépassé le sommet à 3150 points. Qui sépare donc les deux creux. Donc, du point de vue de l'analyse technique, cet ancien sommet est un niveau d'achat. Et cet ancien sommet est renforcé par le fait qu'il y a eu un gap au-dessus. Donc, du point de vue purement technique, et je me garderai bien de m'aventurer sur le terrain macroéconomique, car ce sont des compétences que je n'ai pas. On est clairement sur un niveau d'achat. D'accord. D'un point de vue technique, on est sur un... Après le retracement, là, vous dites de la moitié de la hausse. Exactement. Là, c'est un niveau d'intervention. Oui. C'est pas tant le fait qu'on soit au milieu de la hausse, c'est le fait qu'on soit revenu tester l'ancien sommet qui séparait les deux creux, qui est considéré normalement comme un niveau d'achat. Et en plus, avec un gap qui renforce cette hypothèse. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, ça voudrait dire qu'on est peut-être dans une phase de reprise. Maintenant, on va aller plus loin et on va essayer d'identifier les niveaux qui nous diraient que nous sommes trompés ou qu'au contraire, cette hypothèse a des jambes pour continuer de courir. Alors, on s'est trompé si on casse la borne basse du gap haussier, c'est-à-dire, grosso modo, sur les 3100 points. Donc, si on voit dans les prochaines semaines le Shanghai qui repart sous 3100, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut plus exclure le fait qu'il retourne sur les précédents plus bas. Maintenant, le précédent plus bas ne sera pas cassé, à mon avis. Ça veut dire que si on paye maintenant, on va passer quand même des semaines assez inconfortables, parce qu'on va voir le Shanghai baisser, on va se dire, là, peut-être que je me suis trop précipité, j'aurais dû attendre. Donc 3100 points, c'est le premier niveau qui ne doit pas être enfoncé. Après, qu'est-ce qui nous dirait que le Shanghai, c'est bon ? Ça va continuer de monter, même s'il y a plein de raisons de penser que ça ne va pas repartir à la même vitesse, évidemment, que ce qu'on a vu au mois de septembre, c'est si on dépasse les 3400 points. C'est le sommet de 2023, donc si on a le Shanghai Composite qui passe au-dessus des 3400 points... On active une vraie tendance, quoi. Ça commence sérieusement à ressembler à quelque chose qui peut continuer d'évoluer de manière favorable. Donc sur le Shanghai Composite, énorme mouvement, justifié ou pas, c'est trop tôt pour le dire, un point d'achat clairement identifié, potentiel, en sachant qu'on se trompe peut-être, mais quand on est contrarien, parce qu'on est encore contrarien, parce qu'on n'a rien dépassé vraiment de significatif, quand on est contrarien, il faut accepter de se tromper et de revenir plus tard. C'est un call compliqué, la Chine, en ce moment, mais malgré tout, on voit que ça repart, regardez comment ça repart tout doucement. C'est plus du tout le même enthousiasme avec les annonces. Marché
très politique, marché très administré, puisque parmi les mesures, il y a quand même l'idée qu'on va donner des moyens et aux entreprises et aux boîtes de brokerage et aux particuliers de s'endetter pour acheter des actions, après avoir perdu 60% sur l'immobilier, aller sur les actions. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait aussi la saveur du marché chinois, si je puis dire. Et il y a des rendez-vous macro encore devant nous. Alors évidemment, au-delà du 5 novembre, il y a encore un plénum dans les prochaines semaines, je crois, qui pourrait être l'occasion de nouvelles annonces. Et pour avoir discuté avec quelques gérants ou stratégistes ou directeurs d'investissement à ce micro là, ces derniers jours, je crois que dans les comités de gestion et les comités d'investissement, c'est un sujet qui polarise totalement. Hein. Pour ou contre revenir en Chine, quoi. Ça polarise ici, mais aux États-Unis, c'est carrément politique. Ah bah bien sûr. Donc oui. encore et je dis ça pourquoi ? Parce que en fait, les 36%, ils se sont faits avec les Chinois. Les fonds chinois et les épargnants chinois. C'est pas du tout les fonds, les sociétés de gestion américaines et internationales qui sont revenus. Donc, ça veut dire que pour que ça reparte vraiment, il va falloir qu'il y ait des flux qui arrivent. Et juste pour terminer, l'histoire de la Chine, telle qu'on l'a tous vécue depuis 20 ans, c'est plus la même aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense pas qu'on va repartir dans une dynamique qui va être... Elle peut être favorable, mais elle va être compliqué, et pour l'investisseur, ça va pas être une partie de plaisir parce qu'il y a encore beaucoup d'annonces qui vont être annoncées ou pas, et donc voilà, c'est un marché qui est quand même compliqué. Qu'est-ce que vous en dites, Bertrand, de la Chine et de l'impact ou du signal macro ou de marché envoyé par la Chine et de la réverbération que ça peut avoir sur certains de nos secteurs? Évidemment, on a tous vu dans le sillage du Shanghai Composite le luxe rebondir comme une flèche pour, à la fin de l'histoire, tout rendre sur des publications qui restent, somme toute, très médiocres. Oui, donc je pense qu'il faut rester relativement humble par rapport à ça. Il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées, mais qui doivent rentrer, qui doivent devenir réalité, parce que il y a encore ça. Oui. Et à ce moment-là, il faudra regarder quel impact ça peut avoir. Vous le rappeliez, marché politique, politisé, administré. Donc, pour nous, c'est compliqué, franchement, d'être relativement zen sur ce type d'investissement. Non, mais par exemple, pour un secteur comme le luxe, est-ce que ça ramène un catalyseur particulier ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? C'est trop tôt. Là, on le voit parce que en fait, le sujet sur le luxe, c'est effectivement, il manquait de la croissance en Chine, mais on voit bien que sur les autres géographies, c'était pas non plus. Non seulement il n'y a pas eu l'effet rattrapage, mais voilà, mais il n'y a pas une autre géographie qui faisait les 25%, quoi. Donc voilà, le sujet, il reste plus profond. Pour l'automobile, c'est encore pire parce que là, pour le coup, il y a des vrais concurrents et donc là il y a un vrai problème notamment pour les constructeurs allemands. Donc non ça. Sur le luxe, j'ai pas vu un seul groupe de luxe appeler à un point bas sur le marché chinois. Personne n'a voulu s'aventurer à dire que la consommation avait marqué un point bas pour leurs produits, en tout cas. Et les discours qui offrent un peu de perspective, type LVMH ou d'autres, c'est de dire au mieux, les résultats de ce plan de soutien et de plan de relance sur la consommation, on pourra les voir peut-être début du deuxième trimestre 2025. Ça va prendre du temps. La confiance, elle ne va pas revenir au galop non plus. Hein. Et on reste avec une Chine qui a quand même tendanciellement une croissance de plus en plus faible, qui est en train de se normaliser. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour nous, il n'y a pas de... Voilà. Et on a plutôt tendance, typiquement, vous voyez, on parlait des États-Unis, on avait du Schneider qui est pour le coup très chinois. En fait, on est allé chercher en plus une Eaton qui fait à peu près le même métier, mais 100% US. D'accord. Donc, une autre c'est la Schneider hors Chine, quoi. Okay. Voilà, c'est de se dire, Schneider qui signe pour l'instant la meilleure perf du CAC depuis le début. Oui, non, mais très bien. Une nouvelle acquisition, donc tout va très bien pour eux, mais voilà. Parlons du marché américain avec vous, Laurent. Donc, il faut qu'on dise un mot du S&P. Bien sûr, on a refait des sommets historiques. Et puis, parlons aussi de l'univers des plus petites capitalisations boursière. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par la conclusion. Je reste haussier sur le S&P. Bon, voilà. Donc, pourquoi simplement parce que, techniquement parlant, je n'ai pas d'éléments à vous montrer qui indique qu'il y a effectivement quelque chose de dangereux qui est en train d'arriver. Alors, tout peut toujours arriver n'importe quand, mais on ne le voit pas pour le moment. Le S&P, depuis 2 ans, 66%
de hausse. Depuis un an, 40%. Depuis le début de l'année, 22%. Ça représente 2/3 de la CAPI du MSCI World. C'est juste fantastique ce qui s'est passé sur le S&P. Magnificent Seven ou pas, de toutes les manières, c'était clairement le marché le plus fort. Et encore une fois, à ce stade-là, j'ai pas d'éléments qui... Rien n'invalide la tendance, quoi. Non. Bah non. Pas encore. Alors maintenant, d'ici la fin de l'année, on a une élection. On a deux choses. Enfin, je vois deux choses. Je vois une élection dont on va voir comment elle va se passer. Elle peut très bien se passer, elle peut moins bien se passer. Quand je dis qu'elle peut moins bien se passer, ça veut dire qu'on va peut-être avoir besoin de plus de temps que prévu pour dépouiller. Et là, ça serait pas bon pour les marchés. À ce point-là. Ben, je pense. Je pense que si on avait 5-6 semaines, je pense que tout d'un coup, les investisseurs se diraient, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il suffit que... Bon, enfin, bref. Donc, il y a quand même ce point élection qui compte. Et puis, il y a le deuxième point. Alors là, c'est un vaste sujet. C'est les taux d'intérêt. Parce qu'on voit que le marché s'est toujours planté. C'est-à-dire qu'il y a un an pile, on était à 6 ou 7 baisses de taux largement partagées par tout le monde. Bon, tout le monde avait faux. Depuis que la Fed a baissé les taux le 18 septembre, jamais les taux américains ont été aussi élevés. Enfin, que depuis. Combien on a pris de points de base? Mois, 50, 60 points de base sur le 10 ans américain. Le soir même, le point bas, complètement. 3,70 et on est à 4,20, 4,25 aujourd'hui. Bon, donc il y a effectivement une histoire qui est en train de se jouer avec Jérôme Powell et la baisse de taux, enfin les baisses de taux qui vont arriver. Alors, soit effectivement, il y a non seulement pas de récession, mais pas de soft landing et de réaccélération. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est pas très grave si on n'a pas de baisse de taux, si on a de la croissance. Donc pour des bonnes nouvelles, pour des bonnes raisons. Exactement, c'est pour des bonnes raisons. Si en revanche on a une incompréhension entre des petits signes de faiblesse de l'économie américaine et Jérôme Powell qui saurait pas très bien quoi faire, là on peut être dans une espèce de moment comme ça, un petit peu difficile. Et de toutes les manières, techniquement, je pense que la consolidation, enfin une respiration, pour rester très mesuré sur le S&P, même si elle ne remet en rien en cause la hausse actuelle, serait quand même bienvenue. Parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on monte de manière consécutive, 5 ou 6 semaines, et que donc, voilà, on a... Ce soir, c'est vendredi, donc on a une petite correction. Moi, je pense qu'on pourrait retourner autour des 5650 points. Et le message, c'est que sur 5600, 5650 points, c'est un niveau d'achat. Il ne faut pas que l'investisseur pense qu'effectivement, le marché est au piche et qu'il faut sortir, parce que c'est très compliqué de sortir, de re-rentrer. On sort vraiment quand on a des signes forts de retournement. On ne les a pas. Donc plutôt que d'essayer de timer, et c'est très compliqué, je pense qu'il vaut mieux continuer de surfer sur la hausse. C'est intéressant. Bertrand, vous êtes venu aussi avec le graphique là, sur les taux longs américains et européens, bon, qui fonctionnent un peu de concert. Hein, nouvelle tension sur les taux longs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a pu reprendre 50-60 points de base sur les taux longs américains entre le 18 septembre et jusqu'à quelques jours. Ça n'a pas empêché le S&P 500 de reprendre 4 ou 5% sur la période et le Nasdaq de refaire des sommets ou quasiment sur la période. En revanche, je constate que chaque fois qu'on arrive sur le niveau de 4,25 et qu'on commence sur le 10 ans américain et qu'on commence à aller un peu au-delà, c'est des niveaux qu'on a connus, je crois, en avril, au tournant du printemps 2024. On est allé jusqu'à 4,70, même peut-être à un moment. C'est là où on voit quand même que pour le marché action, il y a un niveau qui pèse. En fait, il faut voir à ce moment-là les anticipations. En fait, pourquoi on arriverait à ce niveau-là? Parce que les taux, logiquement, sont censés être, dans la théorie, votre taux de croissance plus l'inflation. Votre taux de croissance long terme de l'économie, du PIB, plus l'inflation. Dernièrement, le sujet, il était plus quand même de résurgence de l'inflation. Enfin, c'est surtout la partie inflation qui a fait bouger les taux. Oui. Parce que sur la croissance, en fait, globalement, on la voyait un peu plus flat. Finalement, elle tient quand même, mais il n'y a pas des variations énormes. Les anticipations d'inflation qui ont remonté. D'inflation qui font bouger les taux. Et donc, du coup, derrière la question de que va faire Powell, parce que du coup, est-ce qu'il ne va pas être pris à contre-pied, sachant que si c'est Trump qui passe, son job va pas... Powell, ça ne va pas être simple. Hein. Non. Ça n'a pas été... pendant 4 ans, là, il la reprend pour un bail. Donc, voilà. Donc, ce qui va probablement
amener un peu de volatilité sur le marché parce que tout le monde va être coup de barre à droite, coup de barre à gauche. Donc ça il y aura une pression énorme. Ouais. Donc voilà, mais pour autant, voilà, ça c'est une configuration qui a bien plu et qui a bien marché sur les financières américaines, globalement, qui en profitent parce que le sous-jacent, c'est une économie qui n'est pas à son top en termes de forme. On sera sur une petite croissance aux États-Unis. Mais globalement, il n'y a pas de défaut, le chômage est là, les gens consomment, ça reprend du mortgage. C'est censé ralentir en 2025. Je dis c'est censé parce que là, sur les indicateurs en temps réel, nos castings, etc., on est peut-être encore autour de 3% de croissance rythme annuel aux États-Unis. Voilà, on a quand même des sous-jacents qui sont c'est censé ralentir. Un peu meilleurs aux États-Unis. Donc oui, je confirme, moi je suis d'accord avec Laurent. On a tout intérêt à mettre des valeurs américaines dans ses portefeuilles quand on peut le faire, sachant que d'autant plus, ça ne fait pas des gains énormes, mais on a le change avec nous. Et on a une tendance sur le dollar qui n'est pas hyper marquée, mais qui globalement nous ramène 5-6% de plus depuis le début de l'année. Ouais. Est-ce que dans les valeurs américaines qu'il faut mettre, il faut aller chercher des mid-cap aujourd'hui ou pas, Laurent ? Alors, effectivement. L'indice Russell 2000. Oui, c'est une question intéressante. D'abord parce que les taux sont censés quand même baisser, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça profite quand même aux entreprises. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. comme vous dites. Oui. Ça profite aux entreprises américaines. D'autre part, on a beaucoup joué la tech. Donc, ça veut dire qu'on a vu une rotation sectorielle clairement à l'œuvre ces derniers mois aux États-Unis et le Russell 2000 en profite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tech dans le Russell 2000. Je crois que ça représente environ 10% de l'indice. Et il y a 40% de boîtes pas rentables. Voilà. Alors, j'allais venir. Donc, alors, ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est une tendance haussière sur le Russell 2000. C'est un facteur de soutien de voir que les flux ne vont plus que sur la tech, mais sur l'ensemble des secteurs. Il y a beaucoup de banques régionales. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de pétrolières, parapétrolières. Ah ouais. Donc, un Russell 2000 des small and mid aux États-Unis qui progresse, c'est quand même un facteur de soutien, de bonne santé. Bon, même si on a bien vu que le S&P est capable de progresser sans le Russell 2000. Mais quand il est là, le Russell 2000 à la hausse, c'est quand même un facteur qui est positif. Et on voit qu'il a encore de la marge, lui. Il est très, très en retard. Il est encore plus en retard que le Nasdaq. Le Dow, S&P, ils sont sur des plus hauts historiques. Le S&P équipondéré sur des plus hauts historiques. Il n'y a que le Russell qui est à la traîne. Il est environ à 5-7%. Bon, ça veut dire que, normalement, si on reste sur le scénario que j'ai indiqué, il devrait y aller au premier trimestre au plus tard de l'année prochaine. Donc effectivement, investir sur les small and mid américaines, c'est une idée qui a du sens. Oui. C'est une idée qui a du sens. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça a plus de sens que de continuer d'investir sur les actions du S&P ? Donc, parce vous que faites la comparaison. Il y a le jeu de la comparaison. Il y a le jeu de la comparaison. Et quand on fait le jeu de la comparaison, en fait, on se rend compte que depuis 2021, le ratio de force relative du Russell par rapport au S&P, il est baissier. Donc ça veut dire qu'un investisseur de long terme, buy and hold, aurait eu intérêt à plutôt favoriser l'indice S&P que l'indice Russell 2000. Je ne suis pas spécialiste de l'analyse technique, mais là, le canal, on n'a pas l'air d'être au bord d'en sortir. Hein. Non. Non. Alors, c'est un ratio de force relative, donc au numérateur, le Russell, au dénominateur, le S&P, et on voit que, puisque le numérateur baisse plus vite, le quotient baisse. Et donc, on voit bien que depuis 4 ans, il fallait rester sur les blue chips. Et encore une fois, comme vous venez de le signaler, Grégoire, il n'y a rien qui est en train de changer là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que du point de vue de la gestion indicielle, il vaut mieux privilégier le S&P. Okay. Maintenant, pour le stock picker, capable d'identifier, voilà, qui a une grille de lecture fondamentale et même technique et qui sait trier les bons dossiers des mauvais, il y a évidemment des cartes à jouer exceptionnelles sur les mid and small. Et en France, pareil. Mais quand on parle de gestion indicielle, il n'y a pas photo quand on regarde le graphique ici, les blue chips, Magnificent Seven ou pas, parce qu'on remonte quand même à 2021, donc avant le buzz de l'IA. Donc on est clairement dans un mouvement qui est baissier. Et pour conclure, il n'y a aucun signe, pour le moment en tout cas, que c'est... Voilà. Ça s'inverse. Exactement. Je n'ai pas amené le chart identique CAC Mid and Small et CAC. Il est moins moche
D'accord. que celui-ci. On est plus dans une phase de retour à l'équilibre D'accord. pour les small et les mid and small françaises par rapport au CAC, mais on n'a pas de mais on a la même physionomie D'accord. et il n'y a pas de retournement de Il n'y a change. pas de signal encore. Mais c'est moins des deux moche côtés. parce que Bah, là c'est vraiment très baissier. Bertrand, vous êtes venu avec les Faut prendre les leads européennes, vous. Voilà. Faut Donc, regarder les européennes. choisissez bien votre univers. Donc c'est regarder l'Europe. Mais c'est vrai que les européennes. indices mid and small Europe sont pas négatifs aujourd'hui. Hein. Ils sont bien et merci les Nordiques. Merci les Nordiques. Belle cote. Hein. Ouais. Belle cote mid and small. Il y a un sous-jacent qui est assez exceptionnel. Donc là, pareil, je suis remonté à 2012. Donc on voit en bleu, là, c'est l'un contre l'autre. Donc c'est la même logique que Laurent, hein, de regarder. Donc là, on regarde les mid européennes contre les larges européennes. Donc on voit que depuis 2021, on était en sous-performance sur les mid. Et là, la sous-performance, elle est en train de s'arrêter. Ça s'aplatit. Donc, et quand on regarde au-dessus, là, c'est l'indice des mid européennes. Ouais. On voit qu'on est en train de tenter de casser des plus Les hauts sommets. de 2021. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et effectivement, on voit qu'on a des performances plutôt sympas sur pas mal de Nordiques. Mais c'est l'Europe le bon terrain de jeu là. Mais c'est l'Europe le terrain de jeu. Et en fait, on s'aperçoit, je vous parle de temps en temps de participation, c'est-à-dire le nombre de titres qui sont dans une tendance haussière. On a un marché dont la participation s'est élargie et donc qui le rend plus fort, c'est-à-dire à niveau équivalent. Je préfère un marché qui avance avec 60% de valeur qui le tracte plutôt que 7 par exemple. Ouais. Et donc on est arrivé sur l'Europe à une participation de 63%. Donc ça y est, on est enfin sur un marché qui est mature et qui me fait dire que c'est pas terminé. La hausse n'est pas forcément terminée puisque c'est d'autres qui vont prendre le relais. Alors, et quelque part, ça peut nous arranger, nous, asset managers, si ce n'est pas les grosses capitalisations, en faisant du stock picking, on peut arriver à faire mieux qu'un indice. Et aux États-Unis, on est à 73%. D'accord. Donc oui, il y a les 7 magnifiques. OK, Nvidia, 168%. OK, très bien. Regardez, vous parliez de Vistra, il y a beaucoup d'autres qui sont capables de se faire une place au soleil. Le S&P n'est pas facile à battre, parce qu'on l'a dit, on est quand même sur 25% de perf. Mais il y a beaucoup de dossiers qui vont très très bien. Donc oui, cet élargissement de la cote est plutôt sain, parce qu'on a quand même vécu ces dernières années avec des participations très en dessous de 50%. Donc les seuils d'alerte, parce que on va toujours mieux. Voilà, quand on sera du côté de 80, 90, oui, là c'est que ok. Là, c'est la foire, et là, c'est les points hauts, et on sait que... Un peu d'euphorie, quoi, un peu d'extrême. Ça peut durer un moment, mais on sait que quand on est là, on n'est pas encore en zone extrême de ce point de vue-là. Non, on en est loin de ce point de vue-là. Bon, il nous reste quelques minutes. Il faut bien sûr qu'on parle de notre CAC 40, Laurent. Oui. Lui qui a bien décroché depuis le 9 juin dernier, qui joue plus le jeu égal avec les autres indices européens. C'est l'un des plus faibles en Europe. Sur ce plateau, il y a 2 mois, j'avais dit que tant qu'on ne franchissait pas la résistance à 7900 points, on restait sur un indice qui était faible. On a un support à 7350. On n'arrête pas d'évoluer à l'intérieur. Le CAC, il est hyper faible. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur lui. Et hyper faible, ça veut dire que le plancher peut craquer à un moment, ou 7350 solide quand même? Non. Pas forcément casser le support, mais en tout cas, c'est vraiment pas là qu'il faut se concentrer en ce moment. Voilà, malheureusement pour nous, ça passera, mais en tout cas pour le moment, il y a eu plein de déconvenus qui font que, voilà, on est dans une espèce de digestion de toutes ces mauvaises nouvelles, et donc on est dans une tendance haussière qui a été cassée avec un indice au milieu à l'intérieur d'un range. Donc voilà, on attend la cassure ou le franchissement des niveaux pour avoir un avis renouvelé. Vous êtes venu avec des indices d'actifs un peu alternatifs aussi, Laurent. Alors il y a le Bitcoin, il y a l'or, il y a le Bitcoin par rapport à l'or. Il nous reste 2 minutes là. Lequel vous choisissez J'avais envie de parler du Bitcoin parce que, encore une fois, d'un point de vue technique, on a assisté à une hausse phénoménale, une consolidation qui aura duré quasiment 1 an à la mesure de la hausse qui précédait, et on a un signal de sortie à confirmer ou pas. Les faux signaux, ça existe, donc il faut effectivement qu'on ait la confirmation, mais sur le Bitcoin, on a l'impression que c'est en train de repartir à la hausse. Alors il y a plein d'éléments qui justifient cette hausse. La question, c'est est-elle durable? Eh bien, pour le savoir, il faudra déjà dépasser le précédent sommet qui était à 73 600 $ pour simplifier, et puis si ça le fait, alors on a de nouveau théoriquement
un boulevard sur le Bitcoin qui pourrait donc s'ouvrir avec en ligne de mire les 100 000 $ pour un Bitcoin avec des niveaux intermédiaires à 87 000 et 95 000. Je ne dis pas que ça va y aller, mais en tout cas, on a un beau drapeau qui est une figure de consolidation et de continuation haussière qui a été déclenché. Donc, à surveiller de très près. Je ne dis pas qu'il faut payer, mais en tout cas, à surveiller de très près. Il vaut mieux avoir du Bitcoin ou de l'or aujourd'hui ? Alors ça, c'est effectivement une excellente question. On a eu un ratio de force relative négatif en 2021 sur le Bitcoin. Après, c'est passé positif. Là, on voit le drapeau le même que sur le prix. On a sur le Bitcoin 60% de perf sur 2024. On est à 30% pour le gold. Donc, le Bitcoin surperforme. Et il pourrait même, si le ratio cassait son drapeau, on pourrait tout à fait avoir un redémarrage donc, de la surperformance du Bitcoin par rapport au gold. Donc, c'est l'or numérique alors ? Bah, peut-être. En tout cas, on a eu l'or qui est beaucoup monté parce qu'il y avait une anticipation de baisse de taux. Si Powell déçoit, peut-être que le gold va souffrir un peu plus. Ouais. C'est le niveau des taux réels qui compte pour l'or traditionnel en principe. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos deux experts pour ce dernier vendredi du mois. L'occasion de dresser chaque mois dans Smart Bourse ce grand tableau de bord des marchés avec Bertrand Lamiel qui nous accompagne, directeur général de Ports en Part Gestion, et Laurent Albi, responsable de Next Momentum et membre fondateur de Caleis 360. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Parlons d'économie et d'éducation économique ce soir. L'éducation économique pour tous, c'est le sens du livre qui a été publié récemment aux éditions Ellipse par deux économistes, Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France par ailleurs, et Anthony Benamou, professeur d'économie dans différentes institutions. Leur livre s'intitule « On parie que vous allez aimer l'économie », je l'ai dit aux éditions Ellipse. Les deux auteurs sont venus nous en parler il y a quelques jours à peine dans Smart Bourse. En fait, on part d'un constat assez simple. Les Français adorent l'économie, ils aiment l'économie même s'ils ne la comprennent pas toujours, mais ils ne savent pas qu'ils en font tous les jours. Et donc, on a voulu leur montrer qu'ils en font tous les jours et on a voulu leur faire comprendre qu'en faisant de l'économie, ils deviennent plutôt acteurs de la société, non plus de simples spectateurs. Et donc, pour ça, on a fait un ouvrage assez ludique et pédagogique. Et on a une méthode qui est assez simple, qui tient sur 3 termes. D'abord, on simplifie, on illustre et puis on explique avec un ton décalé. Et d'ailleurs, sur le ton décalé, j'en veux pour preuve notre couverture, où on a un faucon et une colombe dans la même voiture et avec le même volant, avec 2 volants, pardon, un volant chacun. Et si l'un tourne le volant d'un sens et l'autre dans l'autre sens, c'est tête à queue assuré. Donc il va falloir trouver des compromis. J'ajoute juste un dernier point, Grégoire. Ce n'est pas qu'un livre sur l'ornithologie, mais on a également une chouette qui a bien sûr, le bouquin, qui est Christine Lagarde. Mais bien sûr, qui s'est présentée telle une chouette dans effectivement cette animalerie des banquiers centraux. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer, à écrire ce livre, Marc-Olivier ? Encore une fois, quels sont les objectifs que vous poursuivez avec cet ouvrage-là ? Alors, c'est un peu la même chose. Je vais compléter quand même ce qui a été dit pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est cette histoire de faucon, de colombe et de chouette. Et de chouette aujourd'hui, voilà. oui. La caricature, c'est que le faucon, il est strict. Il est rigoureux, notamment dans la lutte contre l'inflation, mais c'est pas nécessairement dire qu'il est méchant, parce que l'inflation, c'est une taxe, notamment sur les plus pauvres, qui ne peuvent pas épargner. La colombe, au contraire, elle est plutôt arrangeante et elle a peur du chômage, elle a peur de la récession, elle veut éviter même la déflation, c'est-à-dire un système de baisse des prix qui s'auto-entretient et qui a mené dans le passé, en 1930, à la Grande Dépression et à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un peu les rôles qu'on a joués par moment en discutant, parce qu'en économie, il n'y a pas qu'une seule façon. Qui a joué le faucon, qui a joué la colombe ? Ça dépend des sujets, d'accord. C'est comme les Daft Punk, on sait jamais. On sait pas. C'est interchangeable. Et quand on a posé la question à Christine Lagarde, qui nous a fait la même préface, et on lui a demandé s'il était plutôt faucon ou colombe, elle a choisi un autre rapace, mais qui est sage et perspicace, c'est la chouette. Et qui a la capacité, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais de tourner la tête, effectivement,
effectivement, au moins dans les deux sans pour sens. autant d'être une jurouette. Non, mais moi, alors, j'ai lu la préface de Christine Lagarde, bien sûr. J'ai lu aussi la postface de Peter Pratt. Très intéressant, parce que je rappelle, Peter Pratt, pour les plus jeunes, ça fait partie du triumvirat, moi je le dis comme ça, qui a sauvé l'euro en 2012. Ce sont les 3 piliers du Whatever It Takes, Mario Draghi, Benoît Cœuré et Peter Pratt, qui était chef économiste de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Il réagit à l'idée des faucons et des colombes. Il dit, c'est marrant parce qu'on m'a toujours classifié comme une colombe, alors que moi-même, je me considère comme faucon, dans le sens où, quand le risque déflationniste était tellement important en zone euro tel qu'on l'a vécu, moi je mettais toute mon énergie justement pour atteindre l'objectif de 2%, tel un faucon. Il se voyait lui-même comme un faucon. Exactement. À l'époque. Et donc, c'est pas une animalerie, tout ça, c'est pour rendre les choses concrètes. Ouais. Parler avec des termes simples, alors ça intrigue un petit peu aussi, et on a essayé d'avoir très souvent, de raconter des histoires, et d'avoir des images parlantes. Alors c'est celle connue de l'inflation, parce que l'inflation ça peut être dangereux aussi, hein, on l'a vu récemment, et cette image que lorsqu'elle sort du tube de dentifrice, c'est difficile de l'y remettre. Ouais. Les banques centrales sont en train d'y arriver. On a ce dessin de Peter Pratt qui... Alors, j'ai pas marqué la page, mais oui. 156, je crois. Fait par l'IA, c'est ça, voilà. Marc-Olivier? C'est en fait Anthony qui a demandé à l'IA de faire, peut-être continuer. Oui, non, j'ai demandé à l'IA. En fait, l'objectif, c'était, à un moment donné, on a senti qu'on était dans beaucoup de jargon un peu monétaire. On s'est dit, on va faire une pause. Il faut que le lecteur aussi fasse une pause. Et pour amuser le lecteur, on va demander à l'IA de nous représenter un banquier central en train de jongler avec des sigles monétaires qu'on explique par ailleurs. Et surprise, l'IA nous donne un Peter banquier Pratt. central qui ressemble Il vous sort Peter Pratt. Incroyable. Et donc quand on a montré ça à Peter, lui-même était très ravi de voir ça. Oui, il n'y a pas eu de connivence entre vous et l'IA pour aboutir à ce qui ressemble très fortement, je dois le dire, au portrait de Peter Pratt. Qu'est-ce qui fait peur aux Français? Enfin, Christine Lagarde, la première ligne de sa préface, elle cite ce chiffre. 80% des Français s'intéressent à l'économie, très bonne nouvelle, mais seuls 34% se pensent bien informés, et je crois qu'ils sont une quinzaine à penser maîtriser les concepts économiques. J'ai l'impression que l'économie fait peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment est-ce que vous expliquez cet écart entre l'amour déclaré des Français pour la chose économique et, comment dire, la réticence ou les freins qu'ils peuvent avoir à se penser informés sur les sujets économiques? Alors, l'amour déclaré, pas vraiment, et c'est pour ça qu'on les y pousse. Hein. L'intérêt marqué, oui. Et comme l'a expliqué auparavant Anthony, c'est parce que on la vit au quotidien. On est tous des Monsieur Jourdain de l'économie. On fait de l'économie sans le savoir. Vous l'avez dit. Exactement. Après, elle est rébarbative. Elle est souvent très mathématisée. Et ça fait peur. C'est la faute à qui, ça? Aux économistes, Marc-Olivier? Une branche de l'économie, effectivement, a fait ça. Et à part dans un ou deux chapitres un peu théoriques, on a vraiment minimisé les formules mathématiques. Il faut reconnaître que parfois une formule mathématique simplifie la présentation. Donc pourquoi s'en priver? Mais on a beaucoup recouru à des histoires, à des images. Il y en a une autre, on n'ira pas dans le détail, mais il y a un concept en économie qui a consisté à mettre beaucoup de liquidités dans l'économie après la première grande crise récente, c'est-à-dire la crise financière mondiale, puis pendant la pandémie. Ça s'est appelé en anglais le quantitative easing, ou bien l'accommodement quantitatif, ce qui consiste à mettre beaucoup de liquidités, puis on peut à l'inverse la reprendre. Et donc, quand on l'explique ici, on fait l'image d'une baignoire, tout simplement, qui est remplie plus ou moins de liquidités. Un robinet qu'on ouvre et qui en ajoute, ça, c'est la liquidité injectée par la Banque centrale. Et puis, au fond, le bouchon qu'on enlève lorsqu'on veut la retirer, c'est ce qui se passe actuellement pour réabsorber cet excès de liquidité qui a été donné à l'économie parce qu'on ne savait pas de combien elle en avait besoin. On parle souvent de plomberie, mais je trouve que les images physiques, mécaniques, automobiles, moi aussi, ça fait 15 ans que je parle de sujets complexes, etc. J'essaye de trouver des images, et il y a toute une gamme d'images qui s'offrent à nous et qui, je pense, permettent de rendre accessible sans dénaturer le propos économique. Comment on enseigne mieux l'économie aujourd'hui, Anthony? Vous êtes tous les deux enseignants, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez votre démarche, alors que ce soit peut-être face au public de Sciences Po, mais face à d'autres publics
qui ne sont pas forcément destinés justement à l'acquisition de C'est vrai que ces choses-là. C'est vrai que Marc-Olivier et moi, on enseigne à un public qui a envie de comprendre l'économie, et voilà. Mais on dispense aussi des conférences, que ce soit à des chefs d'entreprise qui vivent au quotidien, en fait, le carnet de commandes. En fait, quand par exemple la Banque centrale a remonté ses taux à partir de 2022, ça a directement impacté les chefs d'entreprise. Et ils ne comprenaient pas, mais pourquoi la Banque centrale remonte les taux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix des matières premières a augmenté? Donc, il faut pouvoir adapter sa façon de parler de l'économie en fonction du public. Donc, on le fait auprès des chefs d'entreprise, on le fait auprès des étudiants. Et on le fait aussi maintenant auprès des enfants, avec cette association que j'ai fondée en 2022 qui s'appelle A3E, Agir pour l'éducation économique des enfants, où on intervient dans des classes. L'objectif, c'est de rentrer dans le monde des enfants, c'est pas de les faire rentrer, en tout cas dans un premier temps, dans notre monde, et de leur expliquer des choses pas compliquées, mais sur lesquelles ils vont être confrontés tout le long de leur vie, par exemple. C'est quoi un concept qu'on fait passer aux enfants? La formation des prix. La formation des prix. Et donc là, on va leur expliquer rareté-utilité, on va leur expliquer le concept de marge, on va leur expliquer la concurrence et l'offre et la demande. Tout ça en entrant dans le monde des enfants. Typiquement, on va leur présenter une planche où on aura une carte Pokémon, première édition, drague au feu, etc., qui a été adjugée à plus de 420 000 € aux enchères à Londres en 2018, et puis une bouteille d'eau à 2 €. Et puis on leur demande, lequel est le plus cher selon vous? Alors, comme on est rentré dans le monde des enfants, ils savent très bien que c'est la carte Pokémon. Oui, j'ai pas de doute, oui. Et puis ensuite, on fait disparaître notre bouteille d'eau, et puis on refait apparaître une bouteille d'eau dans un désert aride. Et là, en fait, combien vous êtes prêts à payer? Ils sont tous prêts à donner leur carte. Donc une bouteille d'eau vaut plus que 420 000 €. Donc là, on aborde la rareté, l'utilité. Le prix, la valeur. La valeur aussi. On fait ça aussi sur les marges avec des choses qui parlent aux enfants, des hamburgers, etc. Bon, mais on entre à chaque fois dans leur monde avant de les faire entrer dans notre monde, notamment à Citeco. Peut-être que tu peux... Mieux enseigner, c'est aussi enseigner... Comment dire, ces concepts ou ces notions dès le plus jeune âge, l'enfant n'a pas de limite par rapport à ça. Il n'y a pas de limite. Je vais évoquer là, parce qu'il a fait la transition quasiment, Citeco, la cité de l'économie, où on retrouve cette histoire de la rareté qui est empruntée à une image de Adam Smith avec un diamant et un verre d'eau, et ça parle énormément aux enfants quand ils viennent visiter, mais aussi aux plus grands. Et donc, cette cité de l'économie qui est à Paris, qui est une ancienne succursale de la Banque de France dans un bâtiment magnifique, néo-gothique, rien que pour les gens le visitent pour l'architecture et le patrimoine. C'est du patrimoine. Il est plein de numérique, il y a des jeux qui amènent à s'engager, et de tous âges. On peut y emmener des enfants, même. Il y a eu quoi? L'exposition Astérix, c'est ça, Marc-Olivier? Anthony est actuellement sollicité pour nous aider, je dis nous parce que je continue à être dans le processus, à créer un espace enfant-famille qui n'apparaîtra que l'année prochaine. C'est la cité de la Villette, quoi. C'est la cité de la Villette de l'économie. Et dans Paris. Mais oui, et dans Paris. Et puis il y a d'autres actions qui doivent être faites, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais sur les collégiens. Parce que les enfants, c'est bien. Les terminales ou les secondes, disons, de l'économie, pas tous, pas toujours. Les étudiants, on s'en occupe, les entrepreneurs. Mais les collégiens aussi. Et là, il y a une démarche d'acquisition d'un passeport financier qui est lancé par la Banque de France. Un chapitre qui vous paraît d'actualité à nous vendre, Anthony, Marc-Olivier, là vous avez chacun une minute là. Alors il y en a un immédiatement qui vient, et puis il y en aura d'autres après. C'est celui sur la dérive des finances publiques, parce que c'est d'actualité, avec l'idée que la dette, ça publique, elle peut avoir une utilité parce que l'État peut faire des investissements qui feront de la croissance future, mais que pour autant, c'est un fardeau à porter. On le ramène à la capacité à rembourser, c'est-à-dire la production, le flux de production chaque année, le PIB, et à ce moment-là, on essaye de le stabiliser. Il est créé, cette dette, elle est créée par une accumulation de déficit depuis 50 ans, et actuellement, on a une croissance qui ne fait que 3%, à peu près en potentiel, puisque 1% de croissance réelle, 2% d'inflation une fois qu'on y est revenu. Et donc, c'est logique qu'il faille revenir d'un déficit qui est de 6% à 3%. Après, il y aura un problème sur les taux d'intérêt, et actuellement, c'est un peu inquiétant, parce que la France est challengée sur sa capacité à ramener progressivement ce chiffre.
Mais il y a donc une transition sur d'autres chapitres aussi. Oui, bah, tu m'as piqué du coup. C'était celui que vous vouliez citer, Anthony. Il faut en trouver un autre alors. Non, mais c'est facile. Tu parlais de dette publique. Le ratio de la dette, c'est la dette sur PIB. Donc il y a le chapitre sur la croissance. Comment on fait de la croissance. Exactement. Et comment on fait de la croissance dans ce nouvel environnement aussi où on a des contraintes, des transitions actuelles, où il faut une croissance soutenable, durable. Donc le chapitre, je crois, 2 de mémoire, qui s'appelle de l'état stationnaire à la stagnation séculaire, point d'interrogation. On parie que vous allez aimer l'économie. C'est le livre coécrit par Marc-Olivier Strauss-Kahn et Anthony Benamou, paru aux éditions Ellipse. Les deux auteurs étaient l'invité de Smart Bourse il y a quelques jours sur Be Smart for Change.